RDC, sans contrôle de son espace aérien, la souveraineté restera fragile. Bienvenue sur Skze plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo pose une question qui dépasse largement la seule maîtrise des villes et des axes routiers. Qui contrôle réellement l'espace aérien au-dessus du territoire congolais? Depuis plusieurs années, les populations de l'Est vivent au rythme des combats, des déplacements et des frappes aériennes ou de drones. Dans ce contexte, la capacité de la RDC à surveiller et à défendre son espace aérien devient un élément central de sa souveraineté. Les autorités congolaises accusent régulièrement le Rwanda de soutenir militairement l'AFC M23, ce que Kigali dément. Les Nations Unies et différents observateurs internationaux ont eux aussi documenté l'importance croissante des drones dans le conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment relevé en 2026 l'utilisation de drones par les FARDC contre des positions et responsables du M23. Contrôler le ciel, c'est protéger le territoire. Dans une guerre moderne, contrôler le territoire ne signifie plus seulement tenir une route, une colline ou une ville. Il faut également savoir ce qui se déplace dans le ciel, identifier les menaces, protéger les infrastructures et empêcher l'adversaire d'utiliser l'espace aérien pour obtenir un avantage militaire. Les doctrines militaires contemporaines considèrent le contrôle de l'air comme un facteur déterminant parce qu'il permet de protéger les forces, les populations et les infrastructures et de faciliter les opérations terrestres. Pour la RDC, cette question est particulièrement importante en raison de l'immensité de son territoire et de la difficulté à surveiller efficacement certaines régions reculées. Le drone a changé la nature du champ de bataille. La guerre moderne démontre également qu'il n'est plus nécessaire de disposer d'une aviation comparable à celle des grandes puissances pour exercer une influence importante dans les airs. Les drones permettent la reconnaissance, la surveillance et, selon leur capacité, des frappes à distance. Leur prolifération transforme profondément les opérations militaires. Les conflits récents montrent que même des appareils relativement peu coûteux peuvent compliquer considérablement les mouvements des forces terrestres. Dans l'Est de la RDC, cette évolution est déjà visible. Des analyses récentes soulignent l'utilisation croissante des drones par les différents acteurs du conflit et l'élargissement de leur impact géographique. Celui qui voit avant l'autre possède déjà une partie de l'avantage. La RDC doit donc investir dans la surveillance avant de parler uniquement de puissance de feu. Contrôler son espace aérien ne signifie pas nécessairement disposer immédiatement d'une flotte massive d'avions de combat. Cela commence par une architecture de surveillance et de défense, capable de détecter les aéronefs et drones, identifier les menaces, protéger les principales installations militaires et civiles, assurer la coordination entre renseignements, aviation et forces terrestres, sécuriser les communications militaires, améliorer la connaissance de la situation sur le champ de bataille et réduire les possibilités de surprise. La guerre en Ukraine a montré qu'un espace aérien peut rester fortement contesté malgré la présence de moyens aériens importants. Les drones, la guerre électronique et les systèmes de défense aérienne rendent désormais beaucoup plus difficile l'obtention d'une supériorité aérienne permanente. Pour la RDC, la leçon est claire. Il faut rechercher une maîtrise locale et durable du ciel, adaptée aux réalités congolaises, plutôt que simplement chercher à posséder davantage d'équipements. Le problème du renseignement est tout aussi important. Votre draft soulève également une question fondamentale, celle des éventuelles infiltrations au sein de l'appareil sécuritaire. Si des informations militaires sensibles sont effectivement transmises à l'adversaire, cela peut compromettre des opérations, exposer des responsables et augmenter les risques pour les soldats comme pour les civils. Mais cette question doit être traitée avec une extrême rigueur. Un État sérieux ne combat pas la trahison par la vengeance. Il la combat par le renseignement, l'enquête, la justice et la discipline militaire. Tout militaire ou responsable soupçonné de collaboration avec l'ennemi doit faire l'objet d'une enquête documentée.
S'il existe des preuves, la justice militaire doit agir. S'il n'y en a pas, les accusations ne doivent pas devenir des condamnations publiques. C'est précisément ainsi que l'État protège à la fois sa sécurité et ses institutions. La corruption militaire est une menace stratégique. La corruption dans un contexte de guerre n'est pas seulement un problème financier. Lorsqu'elle touche l'achat d'équipements, la chaîne logistique, la distribution des soldes, les nominations ou le renseignement, elle peut directement affecter l'efficacité opérationnelle d'une armée. La RDC doit donc appliquer un principe simple. Aucun grade ne doit être au-dessus de la loi. Un général compétent doit être protégé et soutenu. Un officier corrompu doit répondre de ses actes. Un soldat qui fait correctement son travail doit être correctement équipé et considéré. La réforme militaire ne doit donc pas être uniquement une question d'armes. Elle doit aussi être une question de gouvernance, de discipline et de responsabilité. La richesse du Congo ne suffit pas. La RDC possède d'immenses ressources naturelles, mais celles-ci ne garantissent pas automatiquement la souveraineté. Un pays peut posséder du cuivre, du cobalt, du coltan, de l'or, des forêts et un territoire immense, tout en demeurant vulnérable si ses institutions ne contrôlent pas effectivement ses frontières et son espace. La véritable richesse stratégique du Congo doit donc être transformée en capacité d'État. Armée professionnelle, renseignement performant, contrôle territorial, infrastructure, aviation, surveillance et institutions judiciaires solides. Il faut résister, mais surtout construire une stratégie. La colère des Congolais face aux morts et aux souffrances est légitime, mais la résistance nationale doit être organisée et disciplinée. La RDC ne gagnera pas cette guerre uniquement par le courage de ses soldats ou la mobilisation populaire. Elle la gagnera si elle parvient à combiner renseignement plus contrôle territorial, maîtrise de l'espace aérien, plus force terrestre efficace, plus discipline militaire, diplomatie, justice. Et surtout, il faut éviter de transformer les divisions internes en armes contre la nation. Il n'y a pas de Congolais de mauvaise qualité. Il y a des citoyens qui peuvent commettre des actes criminels, de corruption ou de trahison, et lorsqu'ils sont établis, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. La bataille du ciel sera déterminante. Le contrôle de l'espace aérien n'est donc pas un luxe pour la RDC, c'est une composante de sa souveraineté. Les doctrines militaires modernes considèrent le contrôle de l'air comme une condition importante permettant de protéger les forces et de mener efficacement les opérations terrestres. Mais les conflits contemporains montrent également qu'une supériorité aérienne totale est difficile à obtenir et doit être constamment entretenue. Pour Kinshasa, l'objectif devrait donc être clair, ne plus subir son espace aérien, savoir ce qui vole au-dessus du territoire congolais, savoir qui l'utilise, être capable de détecter les menaces, protéger les populations et les infrastructures, et empêcher que le ciel congolais devienne un avantage permanent pour l'adversaire. Car au fond, la question est simple. Comment défendre durablement un territoire si l'on ne maîtrise pas les moyens permettant de le surveiller depuis le ciel? La RDC doit reprendre l'initiative, sur terre, dans le renseignement et dans les airs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions, avec un profond sens du patriotisme, pour votre attention. Fizi, les frappes de drones et le défi du renseignement au cœur de la guerre. Les informations faisant état de bombardements de drones dans le secteur de Fizi Centre, le dimanche 16 août 2026, soulèvent une question fondamentale dans la conduite de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment protéger les informations opérationnelles lorsque les mouvements des responsables militaires semblent être connus par l'adversaire? Selon des sources locales, des drones présentés comme des TB2 de l'armée rwandaise auraient frappé l'hôtel Moualou, après que des informations auraient circulé sur le déplacement de plusieurs hauts responsables militaires vers Fizi Centre. Ces informations concernent notamment le général Fabien B. Kashindi, présenté comme commandant de la 33e région militaire,
ainsi que les généraux burundais Elie Ndizigiye et Muzinga. Ces éléments n'ont toutefois pas été confirmés indépendamment, et le bilan ainsi que les circonstances exactes de la frappe restent à établir. Le véritable enjeu, la guerre du renseignement. Au-delà de la frappe elle-même, le scénario rapporté met en évidence une réalité incontournable des conflits modernes. Celui qui maîtrise le renseignement possède souvent un avantage décisif sur le champ de bataille. Connaître à l'avance le déplacement d'un officier supérieur, la localisation d'une délégation ou le lieu où elle pourrait se rendre permet à un adversaire de préparer une opération de surveillance, de frappe ou d'interception. Si les informations concernant Fizi étaient confirmées, la question ne serait donc pas seulement celle de l'efficacité des drones. Elle serait également celle de la sécurité des communications militaires et de la protection des informations sensibles. Les accusations d'infiltration doivent être traitées avec des preuves. Le draft évoque l'existence d'infiltrés et de traîtres au sein des FARDC qui transmettraient des informations à Kigali. Si de tels faits sont établis par des enquêtes sérieuses, ils constitueraient une menace majeure pour la sécurité nationale. Mais dans une période de guerre, il est également essentiel de ne pas transformer toute frappe ou toute fuite d'informations en preuve automatique d'une trahison interne. Une accusation de trahison doit reposer sur des éléments vérifiables, une enquête, et lorsque cela est nécessaire, une procédure judiciaire. Sans cette rigueur, le risque est de créer une atmosphère de suspicion généralisée au sein même de l'armée, ce qui pourrait fragiliser davantage la chaîne de commandement. La sécurité opérationnelle doit devenir une priorité. Une armée moderne ne protège pas seulement ses soldats avec des armes et des blindés. Elle protège également ses informations. Les déplacements des officiers supérieurs, les horaires, les itinéraires, les réunions et les lieux d'hébergement doivent être considérés comme des données sensibles. La guerre électronique, la surveillance aérienne, les télécommunications et les sources humaines sont désormais aussi importantes que les affrontements directs. Pour les FARDC, le renforcement du contre-renseignement et de la sécurité opérationnelle devrait donc constituer une priorité stratégique. Fizi, un front qui prend de l'importance. La situation autour de Fizi intervient alors que les combats se sont intensifiés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Minembwe et les localités environnantes sont devenus des espaces stratégiques où se croisent les intérêts militaires de plusieurs acteurs. Une détérioration de la situation dans cette région pourrait avoir des conséquences importantes sur les populations civiles et sur les équilibres militaires dans l'ensemble du Sud Kivu. Dans ce contexte, chaque mouvement d'un haut responsable militaire peut devenir une information recherchée par l'adversaire. L'urgence d'une réponse institutionnelle. Si une fuite d'informations militaires ayant conduit à une frappe est confirmée, la réponse ne devrait pas se limiter à des arrestations spectaculaires. Il faudrait déterminer qui a eu accès à l'information, comment cette information a été transmise, à quel moment elle a été communiquée, quels moyens de communication ont été utilisés et quelles failles de sécurité ont permis sa transmission. C'est seulement à travers une enquête complète qu'une armée peut identifier ses vulnérabilités et empêcher la répétition d'un tel scénario. Une guerre qui se gagne aussi dans les bureaux. La tentation est grande, en temps de guerre, de mesurer les progrès uniquement à travers les territoires conquis ou les pertes infligées à l'adversaire. Mais certaines batailles se jouent loin du front. Elles se jouent dans les centres de renseignement, dans les réseaux de communication, dans la protection des données et dans la capacité à empêcher l'adversaire de connaître vos intentions avant même que l'opération ne commence. Si les informations rapportées depuis Fizi sont confirmées, elles devraient donc servir d'avertissement sérieux aux autorités congolaises. La puissance de feu ne suffit pas à gagner une guerre lorsque l'adversaire connaît vos mouvements avant vous. La RDC doit renforcer simultanément ses capacités militaires, son renseignement et son contre-renseignement, tout en respectant les procédures judiciaires lorsqu'il existe des soupçons contre des membres des forces de sécurité. Car dans cette guerre, protéger une information stratégique peut parfois être aussi important que protéger une position militaire. C'en est terminé pour ce sujet.
Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.